Capacité à l'évaluation critique de la littérature scientifique et médicale. Je parle médical parce qu'ostéopathique c'est vite fait, on le verra tout à l'heure, on a vite fait le tour. Et intégrer les informations pertinentes dans la pratique clinique. Ça aussi, c'est l'alphabet de la recherche. Si on ne sait pas faire ça, on ne peut pas accéder à la première porte de la recherche. Aptitude en matière de compétences cliniques et palpatoires nécessaires au diagnostic du dysfonctionnement des systèmes des tissus du corps, en mettant l'accent sur le diagnostic ostéopathique. Alors ça pourrait être un discours d'ostéopathe. On le dit, vous le dites tous, je le dis, mais c'est l'OMS qui le dit. Alors bien sûr, on leur a facilité le boulot, ils ont repris ce qu'on avait fait. Mais on n'était pas sûr qu'ils le reprennent. On s'est dit, ils vont l'édulcorer, ils vont l'arranger un petit peu à la sauce plus ou moins européenne, et donc c'est resté. Donc, diagnostic ostéopathique. Alors, expertise dans le diagnostic de la technique, alors TMO, donc c'est toutes les techniques manuelles ostéopathiques, hein, dans le rapport c'est TMO, technique manuelle ostéopathique. Donc, troubles neuromusculo-squelettiques, connaissance approfondie des indications et des contre-indications relatives au traitement ostéopathique, j'ai rajouté un D, excusez-moi. Connaissance de base de la médecine traditionnelle et des médecines complémentaires alternatives. Ça veut dire qu'il faut quand même un petit peu s'éveiller, aller chercher, voir ce que font les autres médecines, et ça aussi, c'est nécessaire à la recherche. Principe directeur du cursus de formation. Donc, connaissances élémentaires, histoire, philosophie des sciences, anatomie globale fonctionnelle, embryologie élémentaire, neuroanatomie, physiologie, etc. Physiologie du réseau neuro-immuno-endocrinien, système nerveux autonome, artériel, lymphatique, veineux, système musculo-squelettique et biomécanique et cinétique. Ça vous fait pas un grand scoop, mais c'est écrit officiellement et pour nous, c'est très important. On peut se servir de toutes ces références. Il y a beaucoup de choses intéressantes. Alors, sciences cliniques, modèles de santé et de maladie, ça aussi, il faut connaître, sécurité éthique, pathologie et physiopathologie élémentaire de tous les systèmes. On reprend la même chose dans un autre modèle. Génito-urinaire aussi, immunitaire, endocrinien et otorhinolaryngé, parce qu'on nous a dit le génito-urinaire, c'est pas pour vous. C'est pas une question de tabou, mais vous ne connaissez pas, vous allez faire des bêtises. Et donc, là, on l'a bien fait préciser. Diagnostic orthopédique élémentaire, bien sûr. Radiologie élémentaire, il faut savoir, l'imagerie. Nutrition, soins d'urgence élémentaire aussi. Sciences ostéopathiques, bien sûr, philosophie, histoire de l'ostéopathie, modèle ostéopathique d'interrelation structure-fonction, biomécanique clinique, physiologie du système articulaire et cinésiologie, mécanisme d'action des techniques ostéopathiques. C'est écrit et j'espère que je ne vous effraie pas trop parce que vous êtes en train de prendre conscience qu'il faut connaître tout ça. Moi aussi, j'étais effrayé. Quand j'ai lu le rapport, j'étais effrayé. Je me suis dit, je vais reprendre mes études parce que ça va être très dur. Mais bon, c'est écrit. C'est la Bible maintenant, il faut la suivre. Compétences pratiques, donc collecte et exploitation des antécédents liés à l'âge, je peux en parler. Beaucoup plus âgé. Hein. Examen physique et clinique, diagnostic ostéopathique et diagnostic différentiel des systèmes nerveux, musculo-squelettiques, synthèse générale des données de laboratoire et d'imagerie, oui, ça aussi, on a toujours un petit pont avec la recherche, analyse et résolution des problèmes cliniques, connaissance des recherches significatives, intégration en pratique, documentation clinique, et prise en charge et premiers secours. Ça peut arriver. Hein. On a tous eu dans nos cabinets des gens qui tombent dans les pommes, ou qui ont des problèmes. Il faut savoir, faut avoir des choses dans son tiroir. Donc, compétences ostéopathiques. Encore une fois, diagnostic ostéopathique, ça revient 6 fois dans l'ouvrage. Moi, je suis content. À chaque fois qu'il y a ça, je revis et voilà. Mes cellules se régénèrent et j'ai plus besoin de lunettes. Et donc, diagnostic ostéopathique, technique ostéopathique directe, ou trust, articulaire, muscle-énergie, ostéopathique générale, indirect, fonctionnel, strain, enfin tout ça, vous le connaissez. Mais ce qui est bien, ce qui est quand même intéressant, c'est que le législateur et le pouvoir médical de l'OMS en ont pris compte et l'ont traduit en texte. Donc, technique combinée, relâchement. Alors, ça, c'est intéressant. Myofacial, oui, mais facial, le champ crânien et viscéral. Ça aussi, il y a beaucoup de gens qui vont nous en vouloir parce qu'on dit, bah non, le crânien, je prends l'exemple des textes français, certains textes italiens, certains textes espagnols, ils disent, oh, il ne faut pas toucher au crâne, parce qu'ils pensent qu'on fait du structurel crânien. Bon, c'est vrai, des fois. Mais quand je fais de la boxe, mais c'est des choses... C'est des choses que certains gouvernements ne voulaient pas voir figurer dans le rapport. Ils ne voulaient pas qu'il y ait du viscère, ils ne voulaient pas qu'il y ait du crâne. Et on a tenu bon, il y a du viscère et il y a du crâne, donc bon appétit. Et donc technique réflexe, point réflexe, technique neuromusculaire, technique liquidienne,
tel que il y a un drainage lymphatique ostéopathique, il y a des gens qui font des études en Europe là-dessus, et ça peut être très intéressant. Alors, expérience clinique et pratique encadrée. Alors là aussi, on touche un terrain sensible. Pratique encadrée, ce n'est pas toujours le cas, malheureusement. Il y a de la pratique, mais alors la pratique à la maison avec un clip où on voit une manip, pour nous, ce n'est pas de la pratique. La pratique, ça veut dire une pratique effective encadrée par des praticiens qui ont un grade et qui sont capables de dispenser un enseignement pratique. Donc, le traitement manipulatif ostéopathique, composant distinct de l'ostéopathie, qui implique à la fois des compétences et des connaissances cognitives, ainsi que des compétences et des connaissances sensorimotrices. Alors, etc., manuel implique du temps, de la pratique. Une pratique encadrée est un élément essentiel de la formation des praticiens ostéopathes et doit être organisée dans un environnement ostéopathique adéquat. Ça veut dire on ne fait pas ça dans un hôtel, on ne fait pas ça dans des... Ben oui, je suis obligé d'en parler parce qu'il y a encore des écoles qui dispensent des formations, voilà, comme tu dis, c'est garage, c'est pas garage sale, mais c'est garage course. Et alors, encadrement clinique, enseignement de qualité, le programme comprendra, ils le redisent, un minimum de 1000 heures de pratique dirigée. C'est pas de la pratique où on vous colle à une table avec un copain et tu fais le machin, c'est dirigé, il doit y avoir un responsable de boxe qui est là et qui encadre. Et ça, c'est voilà, c'est écrit, on ne peut plus faire autrement. Alors, adaptation du programme de type 1 au programme de type 2. Donc, il y a des passerelles, on est en train de négocier des passerelles, et c'est normal qu'il y en ait, parce que certains médecins ont quand même un bagage en sciences fondamentales suffisant, et on ne leur demande pas de reprendre ce bagage, et donc, pour permettre à d'autres professionnels de santé de devenir ostéopathes confirmés. C'est le cas en Europe, hein, on a beaucoup de kinés, on a beaucoup de sages-femmes, on a beaucoup de médecins qui ne veulent pas forcément passer par les diplômes interuniversitaires nationaux, qui ne sont pas toujours des bons enseignements en ostéopathie, mais qui viennent dans les collèges chez nous. Et donc, on adapte ce programme qui varie en fonction de l'expérience. C'est sûr, pour une sage-femme ou une infirmière, ça sera peut-être plus étoffé, parce qu'il y a le crânien, il y a le viscéral et il y a l'anatomie. Donc, au final, les compétences seront les mêmes, le diplôme sera le même, et les 1000 heures seront les mêmes. Hein, s'il y a un praticien qui n'a pas eu de pratique ostéopathique, il devra suivre le même cursus. Sécurité du patient, donc les praticiens ont la responsabilité de procéder au diagnostic des patients et de les adresser à des spécialistes le cas échéant. Le diagnostic d'orientation, différentiel d'orientation, vous devez être capable, et c'est là aussi où des fois la maîtrise n'est pas toujours évidente. On a des compétences de haut niveau, mais elles sont strictement limitées. Et ça, malheureusement, je le disais encore à des confrères, on a été trop souvent soumis à poursuite, donc on pense que on est un petit peu les dieux, et donc on n'est pas des dieux. Hein, je dis toujours la différence entre Dieu et un ostéopathe, c'est que Dieu ne dit pas qu'il est ostéopathe. Donc on est un petit peu toujours, nous, enclins à ne pas céder la main, et il ne faut pas qu'on tombe dans le travers de la médecine classique, traditionnelle, qui dit je garde le patient. Il faut savoir céder la main, et on ne vous en voudra jamais d'avoir adressé le patient à un spécialiste. Et on le fait tous les jours. Donc, mais pour ça, il faut un bagage, il faut reconnaître les cas où les approches et les techniques spécifiques peuvent s'avérer contre-indiquées dans des situations particulières. Alors, il y a des contre-indications. Vous avez tous entendu parler des contre-indications scélérates qu'il y a eu en France, où on nous interdit de toucher les cervicales, on nous interdit de toucher les bébés de moins de 6 mois, ce que nous ne respectons d'ailleurs pas, parce qu'on a déjà trouvé comment contourner la loi. En France, tous les ostéopathes traitent les cervicales, font les bébés de moins de 6 mois. Enfin, moi, je ne les fais plus, je les traite. Et il n'y a aucun problème. Donc, les praticiens ostéopathes considèrent qu'une contre-indication du traitement ne constitue pas un obstacle à un traitement ostéopathique sur une autre partie du corps. Je vous donne un exemple, un cancer. Il ne faut pas faire d'ostéopathie sur un cancer. Pourquoi? Quand je demande ça à des médecins, « Ah oui, mais vous traitez... » J'ai dit, mais on n'a jamais dit qu'on guérissait le cancer. Le cancer entraîne toute une série d'images pathologiques, de répercussions, et on peut traiter des douleurs, on peut traiter des algies, on traite un cancéreux, mais on ne traite pas un cancer. Encore une fois, c'est encore traiter la maladie, non, c'est un patient auquel on peut amener un soulagement. Voilà. Alors, contre-indication du texte n'interdit pas la pertinence d'une autre. Hein. On peut faire d'autres techniques, etc. Voilà, donc risque différent de ceux des techniques indirectes. Il existe peu de publications étayant le fait que certaines techniques doivent être évitées dans des situations spécifiques. Encore une fois, pas de publication.
Les ostéopathes utilisent leur connaissance de la physiopathologie, de l'état du patient et du mécanisme d'action de la technique pour établir des contre-indications absolues et relatives plausibles sur le plan biologique. Alors c'est sûr, une fracture ouverte du genou, vous n'allez pas faire une technique structurelle du ménisque, je ne pense pas. Là, ils nous prennent un peu pour des... Mais bon, il faut que ça soit écrit. Alors voilà, les contre-indications aux techniques directes, on les connaît, les états systémiques, les problèmes hémorragiques, saignements, bon, alors tout ça, mais c'était bon de le collecter, et j'ai pas mis toute la liste, hein, il y en a, vous les connaissez plus ou moins, mais je pense que quand les traductions seront faites, on demandera à l'OMS d'adresser les rapports à toutes les associations, les instances, de manière à pouvoir quand même vous distribuer les textes. Je pense que ça serait intéressant que vous les ayez. Moi j'en ai fait l'analyse pour vous livrer en fait les grands thèmes principaux. Donc vous voyez bien l'intégrité des os, tendons, ligaments, troubles métaboliques, métastases bien entendu, maladies rhumatoïdes, donc les techniques directes, une ostéoporose, hein, d'où l'intérêt de savoir un peu interpréter l'imagerie, hein, sur un terrain ostéoporotique. On ne va pas mettre une grosse pêche, on fera autre chose, l'ostéopénie, bon, les anévrismes, les plaies ouvertes, l'hydrocéphalie aiguë, la craniosténose qui ne figure pas là-dedans mais qui est assez rare, les douleurs abdominales non déterminées, etc., cholécystite, appendicite, traumatisme crânien fermé aigu, hernie discale aiguë, et encore que là je ne suis pas tout à fait d'accord. Je ne suis pas d'accord. Ils l'ont mis. J'ai déjà signalé à Mme Zhang que la Fédération européenne n'était pas d'accord, parce que dans une hernie discale aiguë, on peut quand même travailler en ostéopathie. Alors eux ont pensé tout de suite la technique. Alors on peut fixer les bases d'une intervention, mais là je n'ai pas été d'accord avec ça. Il y a d'autres choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord, mais bon, comme le syndrome de la queue de cheval, mais il y a des choses... allez, on va dire qu'ils ont cédé un peu de terrain aux médecins, à certains médecins qui ne voulaient pas qu'on fasse tout et n'importe quoi. Contre-indication absolue technique directe, technique spécifique au niveau d'une intervention chirurgicale, bien sûr, articulaire, problème osseux. Tout ça, c'est des choses que dans votre grande sagesse, vous aviez déjà quand même fixé vous-même dans vos cabinets, mais c'était jamais écrit nulle part, et là, c'est écrit, c'est bien. Contre-indication technique directe, donc voilà. Trust ou une impulsion hernie discale, on peut être plus ou moins d'accord, quoique je ne suis pas. Tension locale ligamentaire, je ne suis pas d'accord non plus, parce qu'il y a certaines techniques à dire. Traumatisme aigu au niveau de la colonne cervicale, oui, si on ne sait pas ce qu'il y a, mais voilà. Donc, contre-indication technique fluidique, alors il y a bon, l'hydrocéphalie, les grosses hémorragies, les malformations, péritonite, etc. Traumatisme crânien récent, bon. Je ne suis pas toujours d'accord, mais bon. Contre-indication relative, maladie métastatique, cancer, traumatisme crânien fermé. Tout ça, vous le saviez. Alors, là, on arrive à la partie qui fait tousser. J'ai demandé à l'OMS, justement, en préparation de la réunion ici, et puis pour établir un petit peu maintenant des conclusions sur la recherche, je dis, est-ce que vous pouvez me donner tous les ouvrages récents? Donc, ils m'ont envoyé tous les ouvrages récents, et donc, vous voyez que le rapport, notre rapport, fait état de 16 références qui viennent pratiquement toutes des États-Unis. À titre de comparaison, alors je prends des choses que vous connaissez ou pas. Le Nuat Thai, qui est du massage thaïlandais, mais pas celui que vous... le vrai, le thérapeutique, hein, pas, hein, voilà. Donc celui-là, il a quand même 10 références et 7 ouvrages de bibliographie, donc vous avez déjà une référence de plus. Le rapport médecine chinoise, 17 références, une de plus que nous. Le rapport Ayurveda, 10 références et 15 ouvrages, donc il y en a 25. Donc 9 de plus que nous. Le rapport naturopathie, 2 références de plus que nous. Et le rapport Unanime Médecine, c'est une médecine chinoise qui est basée sur des saignées, sur certains comportements, comprend 18 ouvrages. Vous voyez qu'on est vraiment le parent pauvre. Hein. Et ça, c'est quelque chose qui m'a interpellé. Il faudrait que ça change. Donc je fais appel à vos compétences pour que ça change. Alors, la recherche. La recherche en ostéopathie. Alors, voilà des questions. Le niveau des ostéopathes est-il suffisant pour les amener à des travaux de recherche? 4200 heures dans 1000 heures de pratique. Suffisant ou non? Dans les autres disciplines, beaucoup de chercheurs sont titulaires d'un doctorat. Le grade. Ah, j'ai le grade de chercheur. Vous dites en